Donc, le deuxième atelier, c'est l'introduction à l'apprentissage par renforcement. Donc, il utilise un agent, en fait, pour percevoir son environnement, percevoir des actions et essayer par essai et erreur. Donc, dans cette introduction à ce qu'on appelle le ARL, on va répéter ça, c'est l'apprentissage par renforcement. On va avoir l'opportunité de comment programmer, d'apprendre comment programmer tout ce qui est ARL, d'apprendre les avantages, comment l'utiliser, à quoi il sert. Et je vais laisser la parole à Tim pour nous introduire notre présentateur, Armin. On est très, très chanceux d'avoir Armin ici avec nous. Donc, Armin, si je te présente pas bien, n'hésite pas à rajouter ou à me corriger. Spécialiste à l'EA Lunch Lab. Il a un doctorat en ingénierie biomédicale de la Polytechnique de Montréal et il fait partie est un membre de l'équipe d'intelligence artificielle à AI Compato. Merci Armin, à toi. Merci de m'avoir introduit. Je vais partager maintenant mon écran. Vous arrivez à le voir? Vous voyez mon écran? Peut-être le mettre en mode présentation, ce sera plus facile. Au bas à droite. Donc, je vais vous parler des concepts généraux. C'est un petit atelier d'introduction. Et puis, samedi prochain, on aura la chance d'aller plus en détail qui nous apprendra comment entraîner le modèle. Donc, voilà, au côté machine learning, on a différentes tâches, supervisées, non supervisées et par renforcement. Ici, on a la classification, ici, et la régression dans l'apprentissage supervisé. Et on a 3 différentes catégories. Donc, on voit ici que je vous nomme. Le côté non supervisé, on a aussi besoin des données afin de pouvoir atteindre des différentes conclusions. Donc, comment se comportent nos données dans les différents regroupements, clusters qu'on appelle, avec les cas moyennes. Comme Mo nous a expliqué dans l'atelier qu'on vient de terminer. Il y a une troisième forme d'apprentissage de machine learning, en fait, par renforcement, et qui ne nous demande pas nécessairement de rassembler des données. Donc, on voit qu'il y a une interaction avec l'environnement quand on parle de machine learning. Okay. Donc, il y a 4 éléments principaux dans l'apprentissage par renforcement, principalement d'apprendre à faire des décisions en interagissant avec l'environnement. On veut savoir quelle action va s'aligner avec quelle situation. Donc, plutôt que d'avoir des caractéristiques comme dans le modèle supervisé, on regarde plutôt les actions s'appliquant à quelle situation. Donc, l'interaction avec l'environnement, elle est séquentielle. On a étape 1, étape 2 et 3, etc. Donc, l'apprentissage est en ligne quand l'agent s'en occupe, en fait. Il y a des exemples de ARL. Donc, par exemple, voler un hélicoptère, jouer à des jeux vidéo, les décisions financières et tout. Quelques applications dans la vie de tous les jours de l'ARL. Donc, ARL encore, Reinforcement Learning. Donc, tous ces exemples utilisent tout ce qui est l'apprentissage séquentiel, comme on disait. Donc, on a justement un agent, entre guillemets, qui a différentes caractéristiques et
qui observe différents états, hein, positifs, négatifs, et l'agent fonctionne à travers les récompenses aussi, au lieu d'un processus de supervision. Et donc, quand l'agent pose une action à un temps T, par exemple, quand il passe à l'étape prochaine, temps T plus 1, l'agent va recevoir justement cette récompense qu'on vient de mentionner. Donc, par exemple, si on a au temps T plus 1, et l'agent, basé sur ce temps T plus 1 et la récompense, essaie de prévoir comment agir, où se diriger pour la prochaine étape, en fait, pour le prochain moment dans la ligne séquentielle. Et donc, pardonnez, l'enregistrement a coupé un peu. Donc, quand on parle de l'agent, c'est l'algorithme d'apprentissage. Par exemple, si on a un robot, on enseigne l'algorithme au robot, hein, à travers l'agent. C'est pas le robot en tant que tel qui l'apprend. Donc, le robot est un peu séparé de l'agent, donc il est plutôt décrit ou considéré comme étant l'environnement qui est lié à l'agent. Donc, un agent peut être placé dans différentes fonctions, hein? Donc, par exemple, on peut placer ici l'agent n'importe où, hein, qu'on voit ici. Ce serait plutôt, par exemple, qu'est-ce que l'agent voit? Ça, c'est ce qu'on appelle le state, ST, la variable ST. Par exemple, si on passe de 0 à 7, on a obstacle, obstacle, point, point, F, point, point, et on considère un code binaire, par exemple. On aura une séquence binaire, et cette séquence binaire qu'on va offrir à notre agent, en fait. Et l'agent peut performer des actions. Par exemple, si l'agent n'arrive pas à se déplacer vers la prochaine donnée, ici, si on parle de nourriture, il peut se retrouver à poser une autre action, aller remplacer la nourriture. Donc, la récompense, hein, c'est une rétroaction scalaire qui nous informe que la variable RT nous démontre à quel point il a bien performé, se dit agent. Et donc, la désirabilité de l'action dans un état précis, c'est ce qu'on calcule, ce qu'on veut savoir. Donc, le but de l'agent, c'est de maximiser ce qu'on appelle le retour, hein? Donc, la somme, c'est la somme, en fait, de ce qu'on avait mis de côté, en fait, pour une récompense future. Et ce facteur ici, cette variable, on appelle la valeur discount. Et donc, ça calcule l'importance, en fait, de différencier entre la récompense à court terme et à long terme. Donc, si Y égale 1, qui est une accumulation, en fait, d'une récompense dans le futur, hein, donc si c'est 1, c'est l'accumulation des récompenses dans le futur. Si c'est moins de 1, ça rajoute un poids, en fait, sur l'agent. Donc, la politique, à la base de l'apprentissage par renforcement, on parle du mapping, hein, des états vers les actions. Donc, c'est le comportement, en fait, de l'agent qui nous est démontré par cette formule ici. Donc, une action qu'il fait quand on est à l'état S. C'est un mapping basé sur les probabilités. Et l'agent apprend à améliorer, en fait, la politique à travers le temps en commençant avec une sélection d'actions aléatoires.
Au début, il commence avec des actions aléatoires et plus la politique et le développement s'améliorent et changent, l'agent est mis au courant, entre guillemets, afin de savoir à quelle action s'applique, à quelle situation s'applique quelle action. Donc, pour représenter ce changement, en fait, pour avoir un retour optimal, il y a deux fonctions qu'on utilise, énumérées ici. Donc, la valeur de l'état, la fonction valoriale de l'état et la fonction valoriale de l'action. Donc, le but de l'apprentissage par renforcement, l'ARL, c'est de trouver une formule, une politique qui optimise la valeur de cette fonction. Donc, celle qui peut optimiser la politique un maximum sera dénotée par pi étoile, pi avec l'astérix. Donc, encore un exemple ici de la fonction valoriale de l'état ici. Donc, la valeur que l'on fait à la politique actuelle. Donc, on voit que cette fonction, on voit que dans un deuxième temps, elle est optimale. On a aussi des fonctions un peu plus avancées. Souvent, en RL, on utilise la terminologie, c'est une terminologie qu'on va voir un maximum. C'est défini non seulement sur l'état, mais c'est dépendant de l'action. Et on dénote par la valeur K, pi. Donc, la valeur de prendre action, de passer à l'action, en étant basée sur l'état S. Donc, c'est assez semblable à la précédente, mis à part la dernière partie. Donc, la politique optimale va être calculée en solutionnant la formule ici au point 2. Si plus d'une action peut être optimisée, cette valeur Q, toutes ces actions sont optimales, donc on peut les choisir aléatoirement sans problème. Un exemple de labyrinthe ici, si on a un agent qui commence ici au point start et qui termine à goal, à l'objectif de fin. Donc ici, on fait -1 à chaque case, mis à part le dernier, qu'on définit comme étant 0, ce qui fait beaucoup de sens. Après l'entraînement, on doit s'assurer des sommes mathématiques avec la fonction Q ou V. Mais une fois qu'on a calculé tout ça, ça va ressembler à cela avec les valeurs ici à droite. Donc, le V pi pour chaque lieu où se trouvent les valeurs ici. Et à gauche, chaque valeur nous permet d'avoir la politique optimale. Toujours l'objectif d'aller vers l'augmentation de cette valeur VP, par exemple. Ici, on a -16, -15. Donc, la politique commence ici du plus négatif au plus positif, entre guillemets, de -16 à -15. Encore, si on passe d'ici, on passe de -19 à -18. Donc, c'est un mécanisme de base qui sous-tend l'entraînement et le fait de trouver, en fait, la fonctionnalité optimale de l'ARL. Donc, comment trouver la politique optimale? Il y a deux méthodes principales pour ces problèmes d'optimisation. Donc, la programmation dynamique et ensuite l'apprentissage différentiel temporel. Donc, souvent, la programmation dynamique, c'est plutôt utilisé quand on connaît le modèle de l'environnement. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, on ne connaît pas l'environnement qui appartient à l'agent. Donc, la différence temporelle est plus générale, en fait, et on doit utiliser une méthode plus connue, en fait, la plus utilisée et la plus fiable pour la méthode de différenciation temporelle, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage Q, le Q-learning.
Et on va en parler un peu plus dans les prochains ateliers. Attendez, on va prendre une petite pause côté questions. Je vais juste vous partager quelque chose avant sur Colab. Donc ici, on voit la bibliothèque Python qui s'appelle Gym. Donc la bibliothèque Gym qui est utilisée pour l'ARL, le Reinforcement Learning, l'apprentissage par renforcement. Donc, ici, on ne va pas passer à travers tout l'entraînement, mais je voulais juste faire une petite corrélation, un petit lien avec ce que je viens de vous partager dans les autres diapositives. Donc, on doit installer le package qu'on va importer ici à Bibliothèque Gym. On peut initialiser l'environnement en utilisant Make. Ici, on utilise un environnement spécifique qui existe dans le Gym. Donc, il s'appelle Mountain Car-V0. Et l'état, les states, dans cet environnement sont faits de deux parties. Le premier, exposition, et le deuxième, la vélocité. Donc, la vélocité négative veut dire qu'on va bouger vers la gauche, se déplacer vers la gauche, dans le cas de l'agent, évidemment. En utilisant aussi cette fonction, on peut connaître combien d'actions sont définies basées sur cet environnement et leurs directions respectives. 0 qui veut dire vers la gauche, 1 qui veut dire on reste ici au même endroit et 2 vers la droite. Sorry, Armin, is it possible to share this link with everyone, or? Oh yeah, I can share it. Should I share it right now or after the? Donc, je vous partagerai le lien vers Colab ici après ma présentation avec plaisir. Vous allez pouvoir y travailler. Et donc, voilà ici, on a l'axe pour l'argent ici qu'on se retrouve où chaque étape se retrouve à -1 avec une récompense et le drapeau est à une récompense 0. Donc, pour trouver en fait la solution, on va avoir besoin d'une itération, une certaine itération. Donc, on dit à la bibliothèque de trouver... la bibliothèque a défini cet environnement comme step action en programmation pour définir des mouvements, des actions spécifiques. Donc, l'agent pose une action, a une récompense et le nouvel état donne un résultat. Si on veut en fait d'aller en format loop, rétroactif, on imprime la récompense et le nouvel état. On voit ici un nombre de valeurs. Et donc, en parlant des récompenses, c'est toujours -1 et les états sont divisés en deux variables, exposition et vélocité, comme on disait tout à l'heure. Par défaut, avec la bibliothèque Gym, le nombre maximal d'étapes est 200. Vous pouvez le changer si vous voulez. Ou avant 200, le nombre de valeurs qui atteignent la cible. Donc, l'itération ne continuera pas. Vous pouvez aussi trouver la valeur maximale et minimale de l'état, les state values. Dans le futur, si on veut utiliser le Q-Learning, on doit Donc, on doit utiliser la méthode discretized. Par exemple, pour ce processus, si on veut créer 20 catégorisations, on a 0.6 et moins 1.2 comme valeur minimale et maximale de l'exposition et 0.07 et moins 0.07 au maximum et au minimum de la valeur vélocité. On peut faire un graphique 20 par 20.
de valeur d'état, en fait. exposition and point Et la and minus troisième dimension, qui est action, as the maximum and minimum of velocity, we can oui, alors on utilise la table Q, Q-table, qui est utilisée dans le Q-learning, qui est action, qui est la valeur Q, lors d'états particuliers associés à des actions précises. Quand on a des valeurs Q de 0,8 par exemple, dans un certain état, un état précis, une action précise, ça veut dire qu'on a dans notre table Q, dans notre Q-table, on peut trouver le croisement des données. Donc, la valeur de l'action et de l'état est associée à la valeur Q, à leur valeur Q respective. Vous pouvez aussi, à travers ce qu'on appelle les Define Buckets, vous pouvez créer cette table Q ici, votre Q-table, et partager. Je vais vous partager le code, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Le reste des infos et des partages, ce sera plutôt à faire dans le prochain atelier, la semaine prochaine. Mais si vous voulez en apprendre plus et lire un peu ici, j'ai ajouté une référence ici sur ce document Colab et vous pouvez y accéder ici. Merci beaucoup. Magnifique. Peut-être tu peux nous partager dans le chat le lien vers Colab pour que les participants puissent y accéder. Oui, je m'en occupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Oui, Amine, j'ai une question. Donc, la question, quel devrait être le ratio initial entre choisir une action aléatoire ou une action calculée? Donc, cette étape, ce calcul se passe pendant l'étape d'entraînement, quand on veut entraîner un modèle de renforcement. Donc, on a vraiment des valeurs d'exposition, comme on disait. Donc, si on demande que l'action soit sélectionnée de façon aléatoire complètement, il n'y a pas de stratégie derrière cela, hein, évidemment. Ça ne dépend aucunement de la politique. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'exploration. Quel est l'avantage d'utiliser cette méthode? De trouver des états dans l'environnement qui ne sont pas déjà connus. Peut-être y a-t-il des endroits dans l'environnement que la politique actuelle n'arrive pas à capter, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise l'exploration. On a aussi l'exploitation. On utilise quand l'agent interagit avec l'environnement basé sur la politique qui a été apprise jusqu'à présent. Donc, un processus qui met à jour la valeur Q, qui est basé sur les actions basées sur les récompenses qu'il a reçues. Donc, en utilisant la valeur d'exposition et d'exploration, donc tout le processus d'apprentissage par renforcement peut être mis à jour et développé de façon optimale. Ce serait quoi le ratio, genre 50% ou plus? Entre exploration et exploitation? Oui, c'est à toi de lui donner le ratio. C'est vraiment subjectif. Mais pour un des projets sur lesquels je travaille, je considère 0,5. Et plus tard, dans la vie du jeu, en fait, on veut diminuer les actions aléatoires, c'est ça? Mais je crois que tu peux en fait créer un loop, hein, une boucle de rétroaction. Et on peut itérer en fait pour différents ratios et ça nous permet de voir lequel est le mieux en fait, lequel fonctionne mieux. Donc plus tard, on va vouloir diminuer l'action aléatoire, mais
quelle est la raison contextuelle ou le timing, en fait, quand on veut la diminuer, en fait? Which one works better? Quand la politique optimale a été découverte, en fait, on a déjà le modèle, en fait. On n'a pas besoin d'utiliser l'action sélectionnée de façon aléatoire. Well, when the Voilà, et model on n'a pas besoin de se baser, goes on peut se baser seulement sur l'exploration. so you actually have the model Donc, prepared. oui, ça peut toujours être basé, pardon, sur l'exploitation. Selection. So you remove the exploration J'espère que phase c'était... and predict based on only the exploitation. Donc, Armin, est-ce que tu pourrais le partager, mais en donnant l'accès à tous pour qu'ils puissent accéder aux fichiers, s'il vous plaît, juste dans les paramètres du partage pour que tous aient accès. Merci beaucoup. Yeah, I shared it. Yeah, you shared it, but you didn't give access to everyone. D'autres questions? Just on the setting of the share, so you can give Est-ce que je peux demander, est-ce que je peux poser une autre question? Yes. Oui, aucun problème. Vas-y, Simon, il n'y a personne d'autre. Une autre question, est-ce qu'on peut utiliser la bibliothèque de Q-Learning comme Mo l'utilise? Can I ask another question? Sure. Then there's no one else. Est-ce qu'on peut utiliser la bibliothèque comme Mo l'utilise, mais pour l'apprentissage par renforcement? Can you use the library SQL? La question, c'est est-ce qu'on peut utiliser la bibliothèque que Mo utilise, la cyclic, For reinforcement Yeah, learning. can you use exactly? la bibliothèque Slacklic qu'on utilise, Yeah, utilise Mo? Moi, j'ai pas vu que ça soit fait. Pour l'instant, vous pouvez utiliser la bibliothèque Jim que je vous ai présentée. Mais vous pouvez aussi chercher. Vous pouvez chercher parce qu'il n'y a pas qu'une bibliothèque qu'on peut utiliser. Je ne crois pas que celle que Mo utilise puisse être utilisée. D'accord, merci. D'autres questions? Comment peut-on mesurer en fait la performance sur les modèles d'apprentissage par renforcement? Bon, ça dépend des environnements en fait. Par exemple, dans l'environnement que je vous ai partagé, qui ont des obstacles et qui ont des foods, la performance est basée sur le nombre d'étapes du début jusqu'à ce que l'agent rejoigne la nourriture en fait. Donc, quand on diminue le nombre de pas, d'étapes, le nombre de récompenses va diminuer. Donc, ça dépend du problème qu'on définit, en fait, pour voir ça vous permet de voir quel environnement avec lequel on travaille. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer vos messages directement à Armin ou sur le canal principal sur Slack. Merci Armin, c'était très informatif, super bien expliqué, un bon rythme, un bon débit. Merci. Think of a question, feel free to reach out to Armin on Slack or post your question in the main Slack channel where we'll answer them promptly. Thank you so much, Armin. Very informative and very well explained and a good pace. Thank you. So thanks for that.